Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va top. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur Elon Musk et l'actualité s'y porte assez bien. Du coup, dans la même recette que la vidéo que j'ai faite sur Mark Zuckerberg, que je vous invite à aller voir dans la description, je vais vous donner un peu mon avis sur le personnage, qui sera non exhaustif parce que voilà, Elon Musk, il y a vraiment beaucoup d'avis qu'il a, il y en a certains, je suis très d'accord avec lui. Il y en a des autres, j'aime pas du tout. Il y a des comportements que je trouve qu'il est persécuté et des autres que je pense que c'est un vrai cassos. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire un peu une rétrospective un peu globale comme ça, survoler certains sujets. Comme avec Mark Zuckerberg, je vais également vous parler de son thème astral parce que voilà, vous savez que moi je regarde les choses avec ces lunettes là aussi pour un peu comprendre les motivations et les comportements des personnes, voir si je peux un peu y apprendre quelque chose et vous donner aussi cette grille de lecture de l'actualité qu'on peut avoir. Et évidemment, je vais vous parler de la polémique, de son salut romain, on va dire, qui a fait tant jaser. J'ai un message à l'oreillette. On est en train de me dire que je devrais pas trop le juger parce que j'aurais fait un salut similaire dans ma vidéo sur Pluton. Mais de quoi vous parlez, je m'en rappelle pas du tout de ça. Une toute petite planète, tellement petite, et tellement loin de nous, et qui en plus... Bannissez-moi pas, hein, c'est de l'humour, vous inquiétez pas. Donc, je commence la vidéo par vous analyser son thème astral. Pour ceux que ça intéresse pas, je mets dans le timestamp en bas, vous pouvez sauter cette partie. Et après, je vous fais une analyse plus sérieuse et nuancée de tous ces sujets. Allez, c'est sans plus attendre. On va survoler le thème astral d'Elon Musk, né le 28 juin 1971 à 7h30 à Pretoria, qui est en Afrique du Sud. Donc je le rappelle, c'est assez important parce que vu qu'il n'est pas né aux États-Unis, techniquement, il pourra jamais être le président du pays, sauf s'il change la loi, mais ça me paraît très improbable, parce que pour être le président, il faut être né aux États-Unis. Alors, voici son thème astral. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dominance dans ce signe-là, avec le Soleil, l'ascendant et Mercure dans le signe du Cancer, qui est évidemment, sans aucun débat possible, le meilleur signe de tout le zodiaque. C'est comme ça, j'ai aucun biais sur la question, donc questionnez pas. Là-dessus, on arrête la vidéo et c'est bon, c'est comme ça, il peut pas avoir de défaut parce qu'il est Cancer. Blague à part, évidemment. Qu'est-ce que ça représente le signe du Cancer? C'est un signe d'eau cardinal et c'est le signe de la Lune. Donc les personnes qui sont Cancer, c'est des personnes très lunaires. Et ça déjà, on le voit dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui est assez introverti. Donc il peut être à la fois très jovial et enfantin et très ouvert quand il est avec certaines personnes, donc notamment ses amis, donc quand il est sur le Joe Rogan ou certains autres podcasts en fait où on voit qu'il a pas ses défenses. Mais par exemple quand il parle avec les médias, il va être dans sa carapace. Donc ça on le voit, c'est quelqu'un d'émotionnel. Et pareil dans les réseaux sociaux par exemple, on le voit. À la fois il peut avoir un humour très caractéristique des cancers, donc très jovial justement, très le Cancer, il a un humour qui peut être qui peut prendre de côté justement parce qu'il comprend très bien les émotions et du coup il comprend comment les gens se sentent d'un certain côté et après il prend par revers en fait. Puis ça fait partie de l'humour du Cancer, mais l'humour du Cancer il peut aussi être très basé sur les tabous, peut-être pas un peu. Le Scorpion ça va être les tabous un peu sombres, le Cancer ça va être des tabous du style les traditions, ce genre de choses parce que le signe du Cancer c'est un signe qui est très attaché aux traditions. Et ça, c'est typique d'Elon Musk qui va beaucoup défendre certaines convictions qu'il a en fait, qui sont liées au passé. Le Cancer, il y a un aspect très émotionnel, c'est vrai, mais quand on regarde ce thème astral, il y a une planète qui est vraiment maîtresse, c'est Mercure. Pourquoi déjà? Parce qu'elle est en conjonction avec l'ascendant. Ça, c'est toujours un aspect très fort dans un thème astral, quand il y a une conjonction autant directe justement entre Mercure ou entre n'importe quelle planète et l'ascendant. Ça va donner des teintes en fait de cette planète. Donc un ascendant conjoint à Mercure, ça donne un peu des teintes de Gémeaux et de Vierge, que c'est les deux signes justement qui sont régis par la planète Mercure, qui est, je le rappelle, la planète de la communication et de l'intelligence. Donc avec quelqu'un qui a vraiment Mercure sur son ascendant, on a quelqu'un qui est dirigé par son intellect. Même si le Cancer, c'est un signe très intuitif, très émotionnel, on a cette dominance mercurienne qui ressort ici.
Et du coup, vu qu'il est cancer et qu'il a l'ascendant en cancer, quand on a l'ascendant dans un signe, la planète maîtresse du signe, ça va être la planète qui gouverne l'ascendant. Et du coup, on le voit là, il y a Mercure. Mais l'autre planète qui va être importante, c'est la Lune. Forcément, avec tout ce cancer. Et dans quel signe se trouve la Lune chez Elon Musk? Ben, en Vierge. Vierge qui est un signe dominé par Mercure. Donc, vous voyez, là, on fait un peu... on renforce, en fait, cette connexion entre ses émotions et justement son intelligence. Alors, la Lune en Vierge, si vous vous en rappelez, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Lily Phillips, la meuf qui a couché avec 100 gars en une journée. Et j'ai parlé d'un aspect de la Vierge, évidemment, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Donc, l'aspect dévotionnel servitude, il est clair. Mais la Vierge, c'est aussi l'analyse. Hein. Donc, on sait, c'est l'intestin. La Vierge mange de la nourriture. On va dire, c'est le taureau qui mange ou j'en sais rien quoi plus haut. Et après, la Vierge, l'intestin, il va synthétiser, en fait, qu'est-ce qui est important dans la nourriture, le garder pour le reste du corps. Et le reste, voilà, ça va aux toilettes. Et du coup, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très connu pour ça aussi. C'est ce côté analytique. Et la Lune, c'est pas une planète qui est censée analyser autant les choses. Alors moi, j'ai une Lune mercurienne aussi parce qu'elle est en Gémeaux, donc je connais un peu ça. Une personne qui a une Lune en Vierge ou en Gémeaux, ou peut-être en Verseau aussi, justement, des signes très intellectuels, en fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup réfléchir, en fait. C'est pas quelqu'un qui va, justement, il est gouverné par ses émotions, mais qu'est-ce qui le rassure? Donc la Lune, c'est qu'est-ce qui rassure notre enfant intérieur? Ben, c'est le pragmatisme de la Vierge. Donc la Lune, c'est pas une planète qui est à l'aise dans le signe de la Vierge. À l'inverse de son opposé, le Poisson, qui est un signe très proche du Cancer et qui va être très rêveur, idéaliste, un peu comme ça. Ça, c'est Michael Jackson, la Lune en Poisson. La Lune en Vierge, on est dans quelque chose d'autre, hein, dans quelque chose de très carré. Et les gens qui ont la Lune en Vierge, surtout si elle est mal aspectée, ça peut être des personnes qui sont très psychorigides. Les choses, elles doivent être bien rangées, elles doivent être faites d'une certaine manière. Il y a le goût de la perfection. Et ça, on le revoit dans les entreprises d'Elon Musk. Donc, on aime ou on n'aime pas. Le mec, c'est un chef de projet vraiment exceptionnel, justement. On voit comment il arrive, notamment SpaceX, par exemple, comment il a réussi à réduire le coût du fret spatial par 100. Donc, envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûte 100 fois moins cher grâce à Elon Musk et ses fusées réutilisables que ça coûtait avant. Pourquoi? Parce que lui, il est à fond dans l'optimisation. Ou un autre exemple que je pourrais donner, c'est Tesla. Il a commencé Tesla, les voitures automatiques, et il a dit, on va tout optimiser, et pour ça, on doit avoir le contrôle total sur à la fois le hardware, donc le solide, donc vraiment la voiture, quoi, et son équipement électronique, et sur le software, donc sur les programmes, en fait. Donc on doit avoir les deux, le contrôle absolu, pour avoir vraiment ce gain d'efficacité. Et qu'est-ce qu'on voit avec cette lune? Alors, il y a vraiment beaucoup d'aspects dans son thème astral, on va pas revenir sur tous, mais un aspect qu'il y a avec cette lune, c'est justement, on voit que ça se retrouve dans un triangle maléfique avec plein de rouge, avec Saturne justement qui est impliqué, et on sait souvent quand Saturne est impliqué avec des aspects rouges, c'est compliqué, et ce Saturne qui fait une opposition avec cette conjonction de Jupiter et Neptune, ben on voit là... Voilà, je vais pas rentrer dans des analyses très très poussées de tout ce que ça veut dire, tous ces aspects, parce que comme vous voyez, ben, quand il y a beaucoup de planètes qui rentrent dans un aspect, ben, ça devient compliqué. Mais on peut voir cet aspect, ça peut entre la Lune et Jupiter, ça peut créer des folies des grandeurs. Et avec la Lune, ben, vraiment un côté mégalomaniaque important. Donc il faut activer Jupiter justement pour se sentir bien rassuré. Donc être une star, être vraiment Jupiter, c'est le meilleur, c'est le grand, l'expansion. Mais vu que c'est un carré, des fois c'est à l'inverse. On se sent vraiment mal. Et puis on a l'impression des fois on a des sursauts de confiance. Et des fois on a des sursauts de mauvaise estime de soi. Et la Lune et Saturne, pareil, souvent ça va pas trop ensemble. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Et je l'ai dit, la Lune, c'est le Cancer. Donc là, on est dans l'opposition. Le Capricorne, il met ses émotions de côté pour se concentrer dans la sécurité long terme. Ben là, on voit, ça crée beaucoup de tension entre... Il y a des moments où il devrait se reposer, en fait. Et puis, ben, il se repose pas. Il cherche justement la perfection, mettre les choses de côté pour le long terme, en fait, plutôt que sur... Le Cancer, il cherche pas le long terme, il cherche la satisfaction immédiate et le réconfort de ses émotions. Donc ça, c'est un grand aspect de tension. C'est un aspect qu'on retrouve chez des personnes qui sont addictes à certaines drogues. Et on le sait, c'est le cas d'Elon Musk. Donc
Donc voilà, moi je trouve que c'est bien qu'il parle que voilà, qu'il y a certains produits qui sont diabolisés et d'autres pas. Mais voilà, on voit aussi, si je devais faire un peu cette remarque, on a vu dans l'inauguration, il bougeait beaucoup, il était très content et tout, et puis il a fait certaines choses très controversées après. Moi, mon avis, c'est que son usage de substances, il est beaucoup utilisé justement pour calmer un peu ce besoin de reconnaissance publique, mais en même temps de perfection, et en même temps il est hyper critiqué, et il peut pas prendre du temps pour vraiment se rassurer, quoi, et tout. Et du coup, je pense qu'il utilise beaucoup la drogue pour contrôler ce genre de choses. Pour finir sur la partie de son analyse du thème astral, un autre point que je trouve vraiment important, c'est ces deux planètes-là, Mars en Verseau et Vénus en Gémeaux, qui font du coup un trigone et qui s'alimentent. Ça, c'est son côté aérien. Donc lui, il a un côté intellectuel terrien de la Vierge, donc le côté pragmatique, on est efficace, mais il a aussi ce côté aérien plus mental. Donc on réfléchit, on compare les choses, il y a un côté très social. Donc par exemple, c'est vrai qu'il est introverti. Donc voilà, je parle un peu d'expérience parce que moi aussi je suis Cancer avec Vénus en Gémeaux. Il y a le côté émotionnel introverti qui a besoin un peu de se retrouver des fois et puis des fois qui n'est pas très compris dans ses émotions. Mais Vénus en Gémeaux, c'est très volatile, c'est très volant, c'est très papillonnant en fait. Donc c'est typiquement son amour pour les festivals, les raves, les soirées, où justement il est un peu dans sa bulle, mais en même temps il est entouré de plein de personnes et tout. Ça, je connais bien cet aspect-là, et puis on le retrouve avec lui. Et on le sait, le Gémeaux, c'est un signe aussi, ça c'est son côté, il a la compagnie où il fait les lance-flammes là. Le Gémeaux, c'est un signe, des fois il est pas très sérieux en fait. Mais ça, c'est une partie, mais la partie la plus intéressante, je trouve, c'est ici cette conjonction entre Mars et le nœud nord dans le signe du Verseau. Et le Verseau, je l'ai souvent dit, c'est le signe des ingénieurs savants fous un peu, des originaux, des gens qui pensent en dehors du moule en fait. Et ce Mars en Verseau d'Elon Musk, on le retrouve vraiment fort, même s'il n'est pas hyper aspecté. Bon, maintenant que je dis ça, c'est pas vrai, il est aspecté parce que toutes ces planètes sont aspectées dans son thème astral, mais ce qui se passe avec ce Mars en Verseau, c'est on le voit, le gars, il veut être un innovateur et il veut être original. Le Verseau, c'est l'opposé du Lion. Le Lion, il a ce côté très chef. Ça, c'est beaucoup dans les images. Le Lion, il veut paraître le roi, donc c'est Napoléon. Mais le Lion, il veut préserver son image. Le Verseau, il s'en fout de son image. Il s'en fout d'être controversé. Le Verseau, il veut avoir raison, en fait. Il veut, même si tout le monde dit une chose, lui, il veut dire non, non, moi, je pense autre chose, et il est obstiné dans ses idées. Le Verseau, c'est le signe aérien fixe. Donc vraiment, le Verseau, il est obstiné, et le Verseau, il pense avoir raison. Dans beaucoup de côtés, c'est un original innovateur, en effet, qui a pas peur de se dire, bah oui, j'ai mon idée, tout le monde pense que c'est impossible, mais moi, je pense que c'est possible, je vais le faire. Et il est très aidé avec son intelligence qu'on retrouve avec ce côté mercurien, avec cette lune en Vierge. Mais pour d'autres côtés, surtout que Mars, c'est la combativité, bah, des fois, je pense qu'il est très, très obstiné, en fait, et puis il veut pas, il est inflexible, quoi. Il a raison, il pense qu'il est le plus intelligent et qu'il sait comment ça marche. Et voilà, il est pas bête, ça, c'est en tout cas une certitude. Mais c'est pas parce qu'on a un ingénieur de renom que sur tous les sujets politiques, on a forcément raison. Et ça, c'est un gros défaut qu'il va avoir, c'est qu'il est très obstiné et combatif. Et c'est pas quelqu'un qui débat, en fait, Elon Musk. Ça, il a les gens qui sont d'accord avec lui, tant mieux. Et les autres, bah, vous avez tort, c'est comme ça. Et voilà, ça, c'est un des gros défauts du Verseau. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans son thème astral, d'après moi, et qui est très illustratif. Donc, si on fait le résumé, le côté cancer, c'est le côté très émotionnel, un peu enfantin, porté sur la famille, très important. Il a beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors, c'est pas la famille traditionnelle, parce que voilà, c'est justement ça. En même temps, il a des trucs traditionnels et en même temps, il a des trucs, il est dans le futur. Donc, il y a certains aspects, il vit en 1920 et un des autres, il vit en 2350, quoi. Et après, ben, on voit avec ces aspects compliqués, le gars, il n'a pas une vie émotionnelle interne facile. Et ça, lui-même, il le dit. Maintenant que j'ai parlé de son thème astral un peu plus en détail, je vais pouvoir m'aventurer à vous donner mon avis sur le personnage de manière globale. Pour commencer, je vais rappeler quelque chose d'assez important par rapport à ma démarche sur comment on juge les gens en fait. Moi, j'aime pas trop la politique identitaire.
Et par là, je vais définir mes termes un peu. Qu'est-ce que j'entends par la politique identitaire? J'aime pas trop, et ça je l'ai expliqué notamment dans ma vidéo suis-je de droite ou de gauche. J'aime pas trop quand on crée tout le temps des binarités un peu politiques ou comme ça. Et pourtant, j'aime aussi bien analyser qu'est-ce qui fait les différences. Donc ça, c'est le paradoxe un peu de ma vie. À la fois, j'aime beaucoup reconnaître qu'il y a des différences, mais en même temps, j'aime bien me dire que voilà, ces différences, elles sont très fluides. Ça dépend beaucoup de notre caractère, notre personnalité, tout ça. Et surtout, il n'y a jamais des gens qui c'est les gentils, qui ont raison, ils sont intelligents. Et de l'autre côté, il y a les gens bêtes qui ont tort et puis qui sont du mauvais côté de l'histoire. Je pense plutôt c'est au cas par cas en fait. Sur certaines questions, on peut avoir raison. Et dans ce cas-là, voilà, je vais vous soutenir. Je vais dire, ouais, écoutez, ce gars-là, il a raison. Et sur d'autres, je peux être totalement en désaccord et dire, non, par contre, ça, je pense que c'est une idée totalement folle. Et ça, je remarque que, de nouveau, une dualité qui se crée dans notre société, elle se fait entre les personnes qui sont capables de analyser une situation, en fait, et puis de dire, ok, voilà, j'aime pas le moustachu de l'Allemagne, mais je trouve qu'il faisait des belles peintures, par exemple. Et reconnaître que voilà, la peinture, elle n'est pas liée au personnage. Ça peut aller plus loin, ça pourrait être, voilà, j'aime bien ces politiques de défense pour les animaux. Et donc voilà, il y a des gens, ils vont pouvoir reconnaître des choses à la gauche, à la droite, à tel courant idéologique, à telle religion, etc. Et il y en a des autres, ils sont vraiment fermés dans ce que j'appelle ça la politique identitaire. Ça veut dire non, si moi je suis de gauche, ça veut dire que tout ce qui vient de la droite, c'est le mal. Et on voit ça exactement de l'autre côté. Et dans une société comme les États-Unis, qui est vraiment basée sur ce système de deux partis qui sont concrètement quand même gouvernés un peu par les mêmes intérêts, donc les Zuckerberg, les Elon Musk, tous ces types-là et tout, ils auraient été aussi à la cérémonie d'investiture de Kamala Harris. Hein. Donc ça, il faut pas penser. Hein. Ça, c'est les oligarques, ça c'est clair. Mais du coup, voilà. Quand on lit aujourd'hui, on analyse les situations politiques, je trouve que le problème justement, c'est qu'on dit trop, lui c'est un gentil, lui c'est un méchant. Et ça va même plus loin, parce que ça peut aller par association. Donc c'est Elon Musk, il est méchant parce qu'il soutient Donald Trump. Ou parce qu'il a parlé à Donald Trump. Joe Rogan, c'est un fasciste parce qu'il a parlé avec un fasciste. Et ça, c'est toute une mentalité que franchement, voilà, je suis pas d'accord avec ça. Elon Musk, il s'inscrit vraiment dans cette optique justement de division et de préavis qu'on va avoir sur une situation suivant notre idéologie justement. Si on est dans le camp des gens qui voient les choses avec les gentils, les méchants, Elon Musk, il va être super polarisant là-dessus et puis on voit, il crée beaucoup de débats. Parce que d'un côté, il y a des gens, évidemment, ils vont l'admirer. Ils vont admirer son intelligence, ses prises de position, son côté un peu décalé, et puis, je veux dire rockstar un peu, on va dire, presque justement. Il a des côtés attachants quand on le voit à Burning Man comme ça, totalement éclaté, qui danse et tout. Voilà, il y en a des qui vont détester ça, il y en a des autres, ils vont le trouver humain. Plus que justement un Mark Zuckerberg qui a l'air un peu d'un homme lézard. Et de l'autre côté, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont être détracteurs d'eux. Parce que peut-être ils vont avoir un peu des préavis contre les milliardaires. Moi, par exemple, j'en ai. Je pense effectivement qu'au bout d'un moment, accumuler trop de richesses, c'est pas bon pour la mentalité. Mais il y en a des, ils vont être très extrêmes. Forcément, pour eux, un milliardaire, c'est quelqu'un de corrompu et de mauvais. C'est débattable, d'après moi. En tout cas, c'est pas une position non plus farfelue. Et il y en a beaucoup aussi, ils vont pas aimer ses prises de position. Ils vont pas aimer son arrogance, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement arrogant. Et là, on retrouve beaucoup le côté Verseau. Hein. Donc on le sait, le Verseau, il s'oppose au lion, mais voilà, le lion, il veut être le roi, mais le Verseau, il veut être le plus intelligent. Donc au final, il se retrouve pas mal. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Donald Trump, il a autant de lions dans son thème astral. Hein. Donc ils font la belle paire pour ça. Et du coup, finalement, cette histoire de salut, on voit bien un peu ça. Et d'ailleurs, ça m'a rafraîchi cette histoire justement parce que ça m'a permis de voir un peu, ok, qui c'est qui va avoir la réaction que, évidemment qu'il allait avoir cette réaction cliché, il va défendre son camp, entre guillemets, et il va jouer à ce jeu de la polarité politique.
Et qui c'est qui est plus nuancé et arrive à dire ok bon je comprends ça mais en même temps voilà je comprends aussi ça. Et du coup le salut romain qu'il a fait ça rentre vraiment dans cette logique. Par rapport à cette histoire de salut, je vais pas vous remettre les images parce qu'on les a tous déjà vues en boucle. Je pense que plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. Franchement, je pense que c'était pas vraiment un salut facho, on va le dire. Je pense qu'effectivement, il est autiste Asperger. Ça, il l'a déjà dit à de maintes reprises. Et je peux comprendre comment ce symbole de je prends mon cœur et je vous le donne, en fait, c'est vrai que c'est un symbole assez intuitif. Mais vous voyez là, par exemple, je l'ai fait, en général, on le fait plus comme ça. Et lui, il l'a vraiment fait. Ça ressemblait beaucoup plus à un salut de l'époque allemande de il y a 100 ans, quoi, que de je vous donne mon cœur. Même si c'est vrai qu'il dit je vous donne mon cœur. Et du coup, je reconnais que l'autisme, ça a quelque chose à voir là-dedans. Moi, j'ai connu des personnes autistes. C'est vrai qu'elles n'ont pas forcément ce genre de code. Et pour eux, voilà, je vais pas parler eux en général parce que comme je l'ai dit, c'est voilà l'autisme pour moi c'est quelque chose de très compliqué. J'ai pas envie de faire genre je sais ce que c'est l'autisme. D'ailleurs, je mets des fois des personnes un peu ou des comportements dans ce prisme, mais c'est pas voilà, je suis pas clinicien pour exactement diagnostiquer ah ça c'est de l'autisme, ni même vous expliquer en fait vraiment ce que c'est. Mais du coup, voilà, je sais que des fois, les personnes, elles peuvent se dire non, moi j'ai fait ça comme ça, il n'y avait pas cette intention derrière, et vous interprétez mal. Et du coup, Elon Musk, c'est ce qu'il a dit. Les gens, ils savent plus quoi inventer en fait pour me critiquer. Et sur ce qu'il dit là, moi je pense que c'est vrai que les gens, ça fait des années et des années qu'ils le traitent de facho, de blablabla, de mauvaises personnes, que rien que le fait qu'ils soutiennent Donald Trump, c'est un mauvais, le fait qu'ils s'opposent au mouvement trans, c'est quelqu'un de vraiment néfaste, que c'est un milliardaire, blablabla. On n'a fait que de l'attaquer. Alors que d'autres, par exemple Mark Zuckerberg, voilà, vu qu'il était dans la... Parce que Elon Musk, c'est quand il a racheté Twitter que ça a commencé un peu à partir en cacahuète, parce qu'en rachetant Twitter, ça j'en reparlerai un peu dans la partie d'après, il a beaucoup exposé les médias et beaucoup d'institutions qui étaient déjà présentes en place. Et du coup, vu qu'il a défié l'autorité et qu'il a offert une plateforme pour donner un narratif différent que le narratif qui était imposé en gros par l'élite globaliste, forcément, il s'est ramassé une nuée d'attaques en fait internationales. Et je pense que beaucoup des attaques qu'il a reçues ces dernières années, elles n'étaient pas justifiées. Et c'est là où je dis que des fois, c'est quand même un cassos. Quand tu es dans un monde autant divisé que celui dans lequel on est, et que tu es dans le camp des vainqueurs, de ceux justement qui, voilà, là il y a le momentum, oui on les a traités de fachos et tout, ce que je pense que, voilà, c'est très compliqué, mais moi je donne mon avis sincère, je pense que la majorité des personnes qui ont voté pour Donald Trump ne sont pas des fascistes, mais il y en a quand même, et ça il faut pas cacher qu'il y a une faction vraiment fasciste aux États-Unis, qui évidemment était derrière Donald Trump. Mais la majorité des gens, et d'ailleurs Donald Trump aussi, alors voilà, c'est encore des autres débats, je pense pas que ce soit des personnes fascistes. Musk, il a un côté autoritaire en lui. Ça, je le pense clairement. Je vais le dire, il a quand même cette obsession du contrôle. Mars dans un signe fixe, Mars en Verseau. Le Cancer, on le sait, ça peut être un peu un dictateur empereur qui va toujours obéir à ses caprices et tout. Et du coup, d'après moi, les critiques qui disent en ce moment, depuis justement l'élection de Donald Trump, Musk, attention, il est déjà milliardaire, c'est déjà l'homme le plus riche du monde, il a déjà tellement de pouvoir, il a le contrôle des algorithmes sur une des plateformes politiques les plus puissantes du monde, contre-pouvoir à d'autres, mais c'est vrai que sur sa plateforme, il a ses pouvoirs. Attention, lui, il est quand même un peu à risque à des dérives fascistes. Je comprends justement cette critique envers lui. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vraiment peur en ce moment. Parce que les médias, ils ont dit justement, attention, les médias qui maintenant, ils retournent tous leur veste, ils vont à l'investiture, ils lui serrent la main, ils disent oh, bonne chance monsieur le président Trump et tout. Eux, ils ont dit, ce gars,
c'est pire qu'Hitler. S'il va au pouvoir, ça va être vraiment... Voilà, j'ai dit le nom du gars qu'il fallait pas dire pour l'algorithme, c'est pas grave. Il y a beaucoup de médias qui ont dit si Donald Trump il est élu, ça va être fini, ça va être la guerre mondiale, ça va être le bordel. Comme si là on sortait pas déjà de 4 ans de guerre mondiale et de gros bordel. Mais évidemment, voilà, ça c'est les médias qui tournent les choses. Mais du coup, voilà, par rapport à ce salut qu'il a fait, ben je pense que quand t'es de bonne foi, que tu sois à sa place ou à la place des analystes politiques de droite, on va dire, qui le défendent de manière générale, je pense que ça serait pas trop de quand même s'excuser ou reconnaître. Écoutez, oui, je comprends, j'ai vu les images, j'ai vu ma tête que j'ai fait. Et je comprends que beaucoup de personnes dans le monde sont préoccupées par une montée autoritaire, en fait, justement, due à cette division politique qu'il y a. Parce que, bah oui, c'est vrai que les factions fascistes font partie des factions qui se battent contre le globalisme. Parce que voilà, on peut dire gauche-droite, mais il n'y a pas que gauche-droite, il y a aussi souverainisme et globalisme. C'est plus ça aujourd'hui, la vraie division qui se crée. C'est pour ça qu'il y a autant de gens de gauche qui ont voté pour MAGA, Make America Great Again, qui n'est pas un mouvement seulement de droite. Il y a beaucoup de factions qui se sont mises dedans, comme les conservateurs chrétiens par exemple. C'est pas juste une faction, tandis que de l'autre côté, les globalistes, bah évidemment c'est beaucoup les gens des villes et tout. C'est les gens qui vont beaucoup regarder la TV, quoi. Parce que la TV, elle est full-on globaliste, agenda de Davos. Ça, c'est clair et net. Voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'ADL, la Anti-Defamation League, donc c'est un lobby israélien, concrètement, qui va beaucoup protéger ce pays-là, sous couvert d'être contre l'antisémitisme. Mais après, quand on regarde plus précisément, on remarque surtout qu'ils défendent justement un certain pouvoir établi d'un pays dans le Moyen-Orient. Eh ben, étant donné que Elon Musk est très proche d'eux et très proche de ce pays en question, et qu'il utilise sa plateforme, donc là ça va me permettre de transitionner sur Twitter, la liberté d'expression, il utilise sa plateforme pour censurer certaines informations sur le truc qui se passe au Moyen-Orient, que voilà, je peux pas dire trop de mots parce que la vidéo, sinon on va pas vous la montrer si vous n'êtes pas abonné avec la petite cloche. Ben voilà, eux ils ont dit... Mais non, il n'a pas fait le salut allemand, il a dit « je vous donne mon cœur ». Donc eux, ils l'ont défendu. Donc ça, c'est toujours ce qui est très intéressant, je trouve, avec cette question. Alors voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, parce que comme vous l'avez déjà compris, c'est un trou de lapin où après on rentre, et puis après on va devoir commencer à parler de 150 milliards d'autres trucs. Mais je trouve quand même que voilà, ça c'est quand même un truc intéressant à rajouter, c'est que... Ben voilà, des personnes comme Alexandra Ocasio-Cortez, qui est une des personnes les plus célèbres à gauche aux États-Unis, elle est totalement offusquée de ce qui se passe. Elle dit mais comment on peut faire des saluts comme ça, tranquille au calme. Et pourtant elle est extrêmement critiquée d'antisémitisme parce que ben voilà, elle critique ce qui se passe à Gaza notamment. Donc voilà, moi je trouve ça quand même intéressant comment... ces caps de qui est facho, qui est pas facho, c'est quoi le fascisme, selon qui on défend son ethnie, son identité. Historiquement, aujourd'hui, moi je trouve intéressant comment c'est trouble en tout cas. Donc voilà, je vous donne un peu ma réponse en surface sur cette question. Je vais pas non plus trop m'étaler. Pour moi, c'est un geste maladroit qui montre qu'il est un peu trop en confiance et puis que comment il était en confiance après pour répondre, d'après moi, c'est pas très bon signe. Mais voilà, je vais quand même dire que c'est vrai que ça reste une personne autiste Asperger et que juger les comportements et les signes intraverbaux de ces personnes, c'est pas forcément toujours l'aspect le plus pertinent, surtout que d'après moi, quand je vais revenir là-dessus, il y a d'autres points d'attaque sur justement qu'est-ce qu'on peut critiquer d'Elon Musk. Et cette histoire de salut, elle a quand même soulevé une certaine hypocrisie des gens de droite qui justement commencent à utiliser aussi un peu ces tactiques de gaslighting et puis justement de « mais non, on voit pas pourquoi vous êtes offusqué, de où ?» puis pas pouvoir justement un peu comprendre les choses. Ça me rappelle un truc qui s'est passé pendant les JO, c'était le gaslighting sur la cérémonie d'ouverture là, avec le Dionysos là, le mec déguisé en Jésus Schtroumpf trans là.
qui parodiait la scène. Donc voilà, ça c'était choquant, ça je vais le dire quand même. Enfin, choquant, on se comprend. Pour moi, c'était vraiment une grosse provocation. Et d'après moi, vraiment, c'est des parallèles. Hein, parce que je me rappelle quand il y a eu ça, il y avait un des artistes impliqués qui avait partagé sur son Instagram justement. Ah ouais, effectivement, c'était une parodie de la scène, oh, trop subversif. Et après, ça fait un énorme scandale. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais non, c'est pas une représentation de la scène. Vous vous faites des films, blablabla. C'est le banquet de Dionysos, je crois que c'est ça. Du coup, je sais pas, un autre tableau ou un truc comme ça. Voilà, ça c'était du gaslighting pur et dur. Évidemment que c'était blasphématoire et scandaleux. Et évidemment que dans un climat tendu, bah voilà, on ne fait pas des moqueries comme ça. Et du coup, bah, cette situation avec Musk, pour moi, ça me fait vraiment... Pour moi, c'est un peu le même parallèle justement, mais à droite. C'est genre... Oula. Ok, peut-être il y a plusieurs interprétations possibles. Mais tu pourrais être quand même de bonne foi et comprendre que ça choque des autres, quoi. Je vais maintenant survoler un peu plusieurs sujets où il y a Elon Musk qui est impliqué. Et voilà, je vais essayer de pas faire 50 ans non plus pour vous... Parce que voilà, je pourrais faire une vidéo par sujet quasiment. Mais je vais un peu survoler, comme ça vous avez un avis global. Pour moi, il y a des projets technologiques qui sont très intéressants. Notamment Starlink. Donc le fait de pouvoir donner Internet partout sur la Terre. Donc moi je pense que c'est un formidable pas en avant justement pour réduire les coûts et pour augmenter justement l'autonomie des personnes et l'échange d'informations. Et pour moi Internet c'est la plus belle invention de l'histoire. Donc vouloir donner Internet à un maximum de personnes, pour moi c'est quelque chose de louable. Maintenant on va parler aussi de SpaceX. SpaceX, énormément coté en bourse, de plus en plus justement. Ben, je pense que vous avez tous vu la vidéo où il y a la fusée qui arrive à re-atterrir en fait et ils arrivent à l'attraper avec le méga bras robot. Voilà, moi je reste un électronicien, je reste quelqu'un dans la tech. C'est impressionnant, ça on va le dire quand même. Et le fait qu'il ait pu réduire le coût d'amener par exemple des ressources dans une station internationale spatiale ou ce genre de choses par 100, ça prouve que le gars c'est quand même un génie dans plein d'aspects. Donc pour ce genre de choses, je le respecte beaucoup. Dans les gros trucs, il y a aussi Neuralink et Tesla. Alors pour Neuralink, j'ai toujours été très contre le chip dans le cerveau. Pour moi, c'était vraiment le jour où on en arrive à se mettre une puce dans le cerveau. C'est vraiment qu'on est arrivé dans une dystopie de science-fiction, je sais pas trop quoi. Pourtant, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai écouté le podcast du premier gars qui a eu le Neuralink, justement, pour pouvoir contrôler un ordinateur, en fait. Et le gars, il est très attachant, super cool. C'est un gars de mon âge environ qui a eu un grave accident et qui s'est retrouvé tétraplégique. Et voilà, quand lui, il parle un peu que ça lui permet justement de jouer aux jeux vidéo avec ses amis sur un ordinateur ou d'aller sur des sites ou j'en sais rien quoi, de pouvoir mieux participer à la vie moderne, on va dire. Quand même, je me suis dit, ok, il y a certains cas où c'est intéressant. Et après, il y a évidemment l'autre cas où on imagine une personne qui aurait justement une lésion au niveau de la moelle épinière. En fait, l'idée avec le Neuralink, ça serait qu'on pourrait mettre un chip d'un côté de la lésion et un de l'autre. Et en fait, par Bluetooth, envoyer les informations en fait, qui se transmettent dans la moelle épinière. Et ça, il me semble qu'ils sont assez proches d'y arriver. Ça sera probablement le cas dans les années qui vont venir, justement. Ils doivent encore avoir beaucoup d'autorisations, ce genre de choses. Voilà, forcément, on me demande est-ce que je suis pour ou contre qu'un type qui puisse plus marcher, il retrouve l'usage de ses jambes ou de ses bras. Forcément, quand on commence à aller dans ce genre d'idée, on se dit oui, forcément, qui voudrait dire non, toi tu restes en fauteuil roulant, t'as pas le droit de te mettre le chip dans le cerveau pour pouvoir faire ça. Mais en même temps, voilà, ça je pense que je vais en faire une vidéo à part entière parce que c'est vraiment un grand cas philosophique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, sur le chip dans le cerveau. Est-ce que finalement, c'est pas comme ça que on commence à ouvrir la porte et puis très très vite, on se retrouve dans un monde où, oui, c'est comme les téléphones. Effectivement, personne n'est obligé d'avoir un smartphone. Mais en fait, en très peu de temps, on réalise que ça devient très très dur de ne pas avoir ce téléphone. Et qu'on est vraiment coupé du reste de la planète si on l'a pas.
Est-ce que finalement le chip dans le cerveau, ça va pas être la même chose? Ça va commencer pour des cas très spéciaux. Après, il y a des gens qui vont l'embrasser, qui vont vraiment vouloir se le mettre volontairement. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Est-ce que ça va rester quelque chose qui est possible, mais qu'on va tous être convaincus parce que on verra la différence entre les gens qui ont le chip dans le cerveau ou pas? C'est une grande question, je vais pas trop m'étaler dessus dans ce segment-là en fait, parce que là, je n'ai pas envie que la vidéo elle dure 10 ans non plus. Mais voilà, moi perso, je préfère pas avoir de chip dans le cerveau, mais en même temps, pour avoir entendu des gens récupérer des habilités grâce à ça, c'est dur d'être 100% opposé non plus. Pour finir la vidéo, je parlerai évidemment de son rachat de Twitter qui est devenu X. Et là aussi, bah, de nouveau, je suis assez nuancé là-dessus en fait. Pour changer les choses, hein, mais voilà, c'est pas toujours le cas, mais avec Musk, je vous le dis, je suis vraiment toujours un peu nuancé. Il y a toujours une part que j'apprécie bien et une autre que je me dis, ok, il laisse à désirer dans l'exécution, on va dire. Alors, avant ça, en fait, ce qu'on a vu, c'est que Facebook, Twitter et Google, ils étaient super alignés. Donc Google, c'est aussi YouTube, je le rappelle, et Facebook, c'est aussi Instagram. Donc dans les plateformes européennes occidentales, voilà, c'était super aligné en fait, notamment les factions de fact-checking ou sur qu'est-ce qui était censuré, qu'est-ce qu'on avait le droit d'avoir. Quand il y a une personne qui s'est fait bannir des plateformes, notamment Donald Trump, ben, il s'est fait bannir de toutes les plateformes d'un coup. Et on l'a vu, ça j'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo sur Mark Zuckerberg. Quand il y a eu l'épidémie de tout mondial, ben là aussi il y avait des informations qui étaient très coordonnées, on avait le droit d'en parler, et des autres qu'on n'avait pas le droit. Et du coup, ben, la liberté d'expression, ben, elle était clairement très limite. Hein. Donc il y avait beaucoup de sujets qu'on n'avait pas le droit de parler, dont ben voilà, Elon Musk via son rachat de Twitter, il a permis quoi? Il a permis les Twitter Files. Donc par les Twitter Files, c'est un scoop journalistique qui a été étudié par Matt Taibbi et Michael Shellenberger, qui sont deux journalistes. Et en fait, ils ont eu accès à tous les mails de Twitter, de la direction de Twitter, et ils ont pu faire ressortir qu'effectivement, le gouvernement américain et certaines factions des agences gouvernementales, notamment la CIA et le FBI, ils ont fait des demandes en fait à Twitter, Facebook et Google de censurer certaines informations qui se sont avérées vraies. Et du coup, bah ça, Mark Zuckerberg, bah c'était le sujet de ma dernière vidéo, il a confirmé tout ça. Donc voilà, forcément, bah ouais, ça a demandé que Musk il paye 40 milliards pour acheter Twitter et pour mettre public en fait le fait qu'il y avait de la censure d'État qui était fait en même temps de la part des États-Unis, pardon pour le petit rot, et aussi d'agences comme l'Union européenne notamment. Et de certains pays qui ont fait des pressions. Je crois que le Brésil a fait ça aussi, du style, voilà, maintenant vous devez censurer telle info, sinon vous n'avez plus le droit d'être dans notre pays. Et forcément, ben voilà, ces grosses compagnies, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben elles sont allées là où il y avait l'argent. Et du coup, au début, j'étais très enthousiaste que Elon Musk, avec sa fuck you money, vous savez, c'est justement, ben, quand on est tellement riche, ben, on peut acheter à perte Twitter pour rétablir la liberté d'expression. Donc ça, c'était son but à la base. Et sur certains sujets, je vais le dire, ben, c'est vrai que ça a été quand même bénéficiaire que les gens puissent s'exprimer en fait dans une plateforme. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir une plateforme qui est libre d'expression. Parce que ça, j'ai déjà expliqué en long et en large dans la dernière vidéo sur Zuckerberg. Je pense que c'est très important de pouvoir débattre des idées pour que collectivement, on puisse justement comprendre et qu'on ait accès aux autres conversations qu'il y a eu de gens qui débattent sur des idées. Le problème, c'est que dans l'exécution, ben voilà, c'est comme je l'ai dit. Là, je vois les Alpes là-bas, je sais pas si vous voyez. Voilà, on va pas trop voir, mais c'est vraiment magnifique. Dans l'exécution, ça laisse à désirer. Donc on l'a vu, je l'ai déjà dit avant, il y a certains sujets par rapport à un conflit du Moyen-Orient, que alors là clairement il n'y a pas de liberté d'expression. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait bannir pour des notions d'antisémitisme ou des choses comme ça.
Alors, probablement qu'il y en avait des, effectivement, c'était des messages avec des incitations à la haine, des insultes raciales, ce genre de choses. Ça, je comprends que ça n'a pas sa place dans le débat public. Mais il y a aussi des critiques politiques par rapport à un conflit qui est d'une violence extrême. Que d'après moi, bah oui, ça c'est quand même pertinent quand on doit pouvoir débattre de politique. De pouvoir parler de la réalité concrètement. Et puis de notre avis par rapport à ce qui se passe. Et alors là, clairement, on le voit, c'est deux poids, deux mesures. Donc il y a certains slogans que quand c'est un pays qui est très défendu par la communauté internationale, qui se compose en gros des États-Unis et de ses alliés, bah, il a le droit d'avoir certains slogans du style From the river to the c'est pour nous. Mais par contre, quand c'est un slogan de libération, From the river to the sea, we'll be free, ça c'est censuré parce que ça serait censé être un appel à l'extermination d'un certain peuple. Par contre, c'est écrit dans le blason militaire de ce même pays, mais eux ils le disent pour eux. Alors là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il y a des doubles standards que j'aime pas trop. Et on l'a vu aussi énormément plus récemment avec la question sur les HB1 visa. Donc voilà, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Mais en gros, c'est des lois qui permettent d'attribuer aux États-Unis des visas d'immigration pour des personnes hautement qualifiées. Ça, c'est dans le papier. Puis justement, Musk qui dit en gros, ben voilà, on a besoin de ça pour pouvoir ramener des immigrants indiens et chinois qui sont des docteurs en ingénierie ou ce genre de choses, qui est une main-d'œuvre qui manque aux États-Unis. Et ça a été, ben voilà, je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais c'était de nouveau quelque chose d'intéressant. Ça a créé une fraction justement dans le mouvement MAGA, dans le mouvement un peu souverainiste américain, on pourrait dire. Parce que d'un côté, il y a justement des Vivek Ramaswamy, des Elon Musk qui sont très proches d'Elon Musk, mais qui eux sont dans des industries de pointe en fait. Et eux justement, ben, ils veulent pouvoir ramener des immigrés. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des autres factions de ce mouvement qui sont souverainistes et qui disent Make America Great Again. Pourquoi on donne pas la chance à des ingénieurs américains? Puis là, ben, Elon Musk il a dit vous êtes cons, il n'y en a pas assez. Et il y en a des qui ont rétorqué, ben on peut les former. Puis du coup, vous voyez, intéressant. Il y a eu un débat. Mais là, gros L, donc L, c'est, voilà, je vous parle un peu comme un Gen Z. W, c'est quand tu fais une win, une victoire. Et quand tu fais un L, c'est quand tu fais un lose, quoi. Un loss, quand t'as perdu. Ben, Major L pour Elon Musk. Ben, le mec, il est censé être pour la liberté d'expression et tous ces trucs. Ben, on a vu quoi? On a vu que dans des débats où il est impliqué, il censure des personnes, ou il shadowban des personnes, ou il leur retire leur certificat de validation en fait. Et il les retire justement à des gens qui débattent avec lui en fait et qui sont pas d'accord. Et donc ça, ben voilà. Mon avis sur la question, c'est bien qu'il y ait une plateforme qui permette de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube, qu'on n'a pas le droit de dire sur Facebook. Donc il y a beaucoup de vidéos ou de films qui ont pu être publiés sur Twitter mais qui ne peuvent pas être publiés sur ces autres plateformes ou qui ne pourraient pas être publiés sur YouTube où vous regardez cette vidéo. Mais en même temps, ils commencent à censurer des autres choses. Donc c'est pas le chef de la liberté d'expression, le roi de la liberté d'expression comme on aurait pu croire qu'il allait le faire si on le pensait de bonne foi, parce qu'évidemment il y en a des qui auraient dit depuis le début, ben non il va pas le faire. Moi, j'ai voulu croire que, ben voilà, qu'il allait vouloir être plus absolutiste sur les questions de liberté d'expression. De toute évidence, c'est pas le cas. Alors, c'est un pas dans la bonne direction d'après moi, parce que, ben au moins, il y a un contre-pouvoir avec Facebook et avec Google. Il y a des autres choses qui peuvent être débattues. Mais en même temps, ben voilà, dans les faits, c'est pas le cas. Et puis évidemment, ça fait très gamin qui voilà fait des caca nerveux parce qu'il veut que les choses elles soient comme il veut et il accepte pas d'être fact-checké, parce que je finirai là-dessus. Moi j'utilise pas X, c'est pour ça moi je vous parle de ce que j'entends que les gens ils disent, mais en vrai je connais pas trop exactement comment ça se passe. Mais on l'a vu, il y a les community notes là, c'est notes communautaires en fait qui font que c'est pas une agence de fact-checking qui est payée par Big Pharma ou par telle ou telle agence qui va vous dire qu'est-ce qui est vrai ou pas.
mais c'est la globalité de la communauté en fait. On peut voter sur du fact-checking, je crois que ça marche comme ça environ. J'ai entendu que ça marchait pas trop, qu'en même temps sur certains sujets ça marche et ça fait plaisir, mais qu'il y a des manières de détourner un peu, justement, je sais pas, je vais pas trop dire comment ça marche parce que je risque de me tromper, mais si c'est vrai que c'est une question de nombre, que des gens vont voter les réponses, le fact-checking qui paraît vrai ou pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui ont voté ou upvoté un truc que c'est forcément vrai. Donc je vais pas trop parler là-dessus, mais ça me paraît quand même un meilleur truc que les agences de fact-checking qui, comme Zuckerberg l'a dit, étaient payées pour mentir et pour dire que certaines informations vraies étaient fausses. Là, c'est un peu plus démocratique, mais ça reste pas parfait d'après moi. Surtout si lui-même, personnellement, il peut commencer à dire « Non, quand moi je poste, j'enlève ces fact-checking-là. » Ça, forcément, ça va pas du tout. Là, ça sera tout pour la vidéo sur Elon Musk. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Moi, comme vous l'aurez compris avec le temps, les vidéos sur les sujets controversés, j'aime beaucoup parce que justement, ça me force à me demander mais pourquoi il y a des gens qui sont d'accord, pourquoi il y a des gens qui sont pas d'accord. Il faut que je comprenne vraiment qu'est-ce que cette personne elle veut dire. Mais en même temps, voilà, je dois aussi comprendre les gens qui sont critiques et essayer de me demander mais est-ce qu'ils ont raison d'être critiques sur tel sujet ou tel sujet. Donc moi, je vais continuer mon petit tour dans la forêt. Je me réjouis de vous retrouver pour des nouvelles vidéos sur des sujets qui vont mélanger un peu. J'aime bien ce format, dites-moi ce que vous en pensez. Où je vous parle de personnes qui font l'actualité ou de sujets un peu comme ça. Et puis en même temps, je parle un peu d'astrologie en même temps. Comme ça, vous comprenez un peu plus mes analyses sur la société actuelle. Dites-moi en commentaire voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous en fasse plus. Ça me paraît être un contenu que j'aime bien faire justement. Parce que je peux aborder un sujet de plein d'angles différents. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez aimé. Évidemment, laissez-moi un commentaire si vous voulez que je parle d'une personne en particulier. Donc voilà, si c'est une personne qui m'intéresse et que j'ai l'impression que c'est pertinent pour l'actualité, je le ferai aussi. Et voilà, portez-vous bien d'ici la prochaine fois qu'on se verra. N'oubliez pas d'aller dehors, même en hiver quand il fait froid, c'est important. Prenez le soleil. Et voilà, prenez soin de vous. Allez, bye bye.